La Chine a envoyé des navires de guerre pour participer aux exercices militaires de l'Iran organisés au large des côtes de l'Iran par les corps des gardiens de la Révolution. Aux côtés de la Chine et de l'Iran, les navires russes prendront part à ces exercices militaires qui seront organisés dans les prochains jours pour, euh, pour se préparer à une attaque israélo-américaine otanienne contre l'Iran. Et il faut savoir que récemment, Donald Trump, à travers le New York Times, a fait fuiter une information qui faisait part de la volonté de Donald Trump de mener une opération commando en Iran, envoyer des soldats, des boots on the ground en Iran pour attaquer les sites nucléaires iraniens, pour poser des bombes, des explosifs, ou mener des opérations de sabotage à longue durée qui vont perturber, mais qui vont détruire carrément, ou bien qui vont mettre à mal le programme de missiles et aussi de programme nucléaire iranien. Donc, pour cela, Donald Trump a déployé des troupes en Azerbaïdjan, en Irak, comme je l'ai déjà signalé dans mes vidéos précédentes. Donc, ces troupes qui font partie de l'unité Delta, c'est-à-dire l'unité qui est chargée, l'unité américaine qui est chargée de mener des opérations commando dans des pays, comme on l'a vu avec le Venezuela, sont déployés en Azerbaïdjan et aussi en Irak. Il y a aussi plusieurs avions, plusieurs hélicos de combat de ce type qui mènent des opérations, qui ont mené des opérations. Il y a plusieurs hélicoptères de ce type qui ont mené des opérations en Venezuela qu'on a vu, qui sont aussi déployés dans la région. Donc, tout ce décor plante un décor qui prévoit des frappes massives contre l'Iran, notamment les sites militaires iraniens, les centres de décision, le pouvoir iranien et aussi les sites nucléaires iraniens. Donc, il faut savoir dans quel décor tout ça se déroule. Il faut penser d'abord le décor, comprendre le contexte. L'Iran a été toujours victime de la richesse que Dieu lui a accordée, c'est-à-dire ses importantes réserves de pétrole et de gaz. Donc, les États-Unis et Israël cherchent à mettre la main sur ces réserves de gaz et de pétrole iraniens. Donc, pour ce faire, ils mettent tout en place pour, pour créer une sorte de mauvaise image de l'Iran pour pouvoir mettre en place une opération militaire contre l'Iran. Donc, depuis plus de 50 ans, 30 ans maintenant, que Netanyahou, dans ce plus jeune âge, lorsqu'il est arrivé comme Premier ministre ou lorsqu'il est arrivé dans le cercle militaire ou les hauts gradés de l'armée iranienne ou du pouvoir iranien, de l'armée israélienne ou du pouvoir iranien, israélien, il a dit que l'Iran s'apprêtait à avoir la bombe atomique et que l'Iran allait avoir la bombe atomique même pas dans un mois. Alors qu'en Iran, il y a une fatwa instaurée par le guide suprême, l'ayatollah Khomeini. C'est pas l'ayatollah Khamenei, mais l'ayatollah Khomeini. C'est celui qui est venu avant Khamenei, qui a mis en place une fatwa qui interdit l'Iran de posséder la bombe atomique. Parce que selon cette fatwa-là, la bombe atomique, c'est une arme de destruction massive. Et selon la religion chiite, les armes de destruction massive sont interdites en Iran. Donc, pour avoir une bombe atomique, il faut que cette fatwa soit levée. Donc, toutes ces propagandes qui sont en train d'être menées contre l'Iran visent à diaboliser l'Iran, à transformer l'Iran en un ennemi pour que ensuite des opérations soient en sorte légitimées contre l'Iran. Donc, récemment, on a vu que ces médias occidentaux essaient de présenter l'Iran comme une menace. Donc, c'est ironique parce que comment vous menacez une personne, vous déplacez cette armada, comme Donald Trump l'a dit, qu'il y a une armada, une armada qui est au Moyen-Orient actuellement autour de l'Iran et qu'il espère bien que l'Iran va signer un accord. Comment vous pouvez déplacer une telle force militaire, encercler un pays, poser des bases autour de ce pays et dire que ce pays est une menace? C'est vous qui menacez plutôt ce pays. Donc, ce n'est pas logique de dire que l'Iran est une menace pour les États-Unis ou Israël. Parce que regardez la distance, il y a plus de 9000 km qui séparent l'Iran des États-Unis. Donc, en quoi? Et puis, l'Iran récemment a testé un missile balistique intercontinental. Sinon, l'Iran, en quoi l'Iran, même si ce missile balistique a été testé, il y a combien qui sont en production actuellement? Donc, en quoi est-ce que l'Iran est une menace pour les États-Unis? Non, je ne vois pas. Il y a combien de kilomètres entre Israël et l'Iran? Mais en quoi l'Iran est une menace pour Israël? C'est seulement que Israël qui veut imposer sa volonté à tous les États de la région. Donc, pour ce faire, il faut fragiliser, il faut détruire tous les États qui montent en puissance pour imposer sa volonté et réaliser son rêve du grand Israël.
Parce qu'aujourd'hui, ceux qui soutiennent Netanyahou aujourd'hui en Israël sont, sont, euh, sont imbibés de la pensée messianisme. Ils croient à la venue de leur Mashiach. Donc, il faut tout faire en sorte de faire venir le Mashiach. Donc, pour faire venir le Mashiach, il faut provoquer une guerre de grande ampleur. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Donc, provoquer l'Iran. Parce que regardez dans quel décor tout ça se plante. D'abord, premièrement, en 2024, je pense que c'est en 2024, on a eu True Promesse 1, la première attaque de l'Iran contre Israël. Israël, qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a attaqué l'ambassade de l'Iran et a tué aussi un cadre du Hamas à Téhéran. Donc l'Iran, selon le droit international, attaquer l'ambassade d'un pays, c'est comme attaquer directement ce pays. Donc l'Iran, à son tour, qu'est-ce que l'Iran a fait? L'Iran était obligé de répondre à Israël. Donc l'Iran a prévenu les Israéliens et même les Américains en avance qu'il allait attaquer le territoire israélien. Même la nuit, l'attaque, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on vous avertit qu'on vous attaquer tel jour, puis on vous attaque. Donc ce n'est pas réellement une attaque, vous comprenez? Mais quand même, on a eu des dégâts qui ont été causés à Israël. Donc après cela, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des opérations militaires lors de l'opération True Promesse 2. On a eu des opérations militaires qui ont été menées euh, sur le sol iranien. Vous comprenez? On a vu les opérations militaires qui ont été menées sur le sol iranien. Donc, on a vu euh, ces frappes massives iraniennes contre Israël et qui a été obligé lors de la guerre des 12 jours, qui a obligé Israël et les États-Unis à demander un cessez-le-feu à l'Iran pour ne pas voir Israël rasé par les missiles hypersoniques et les drones iraniens. Donc, tout ça veut dire que Israël pousse à bout. Israël est en train de faire son effort pour pousser à bout les Iraniens pour que l'Iran riposte de façon massive contre Israël pour avoir le prétexte pour lancer une frappe nucléaire contre l'Iran. Actuellement, il y a des personnes qui disent que non, une frappe nucléaire contre l'Iran, c'est irraisonnable, ce n'est pas logique et qu'Israël n'ira pas jusqu'à là faire une frappe nucléaire contre l'Iran. Mais c'est sous-estimer ceux qui dirigent aujourd'hui l'Israël. Parce qu'il faut comprendre, lorsque quelqu'un est dirigé par une idéologie messianisme religieuse, c'est-à-dire quelqu'un est imbibé d'une pensée religieuse, cette personne-là croit que tout ce qu'il fait est juste et est justifié par la loi divine. Donc aujourd'hui, parce que Israël ne peut pas faire face à l'Iran directement, vous comprenez, et même les États-Unis savent que l'Iran, c'est pas un petit morceau, c'est un gros morceau. Et pour manger ce genre de morceau-là, il faut avoir la gueule bien large. Donc, si Israël mène des opérations contre l'Iran ou qu'il y a des frappes contre l'Iran actuellement, l'Iran a dit que c'est pas une histoire de frapper de 2, 3, frapper, dit non, la guerre est finie comme la guerre des 12 jours. Non, c'est une guerre qui va être une guerre longue. Donc, si les États-Unis s'engagent dans une guerre contre l'Iran, c'est une guerre qui va être une guerre longue. Je sais qu'entre les déclarations et puis la réalité, quelquefois, il y a un décalage. Mais si cette fois-ci, parce que l'Iran a répondu de façon mesurée dans toutes ces attaques. Nombre de l'opération True Promesse 1, True Promesse 2. On a vu que l'Iran a répondu de façon millimétrée, de façon proportionnelle aux attaques qu'elle subissait. Et que même l'Iran, quelquefois, s'est retenu pour ne pas aller jusqu'à donner un prétexte aux États-Unis et à Israël pour mener une attaque massive contre l'Iran. Et l'Iran même on peut dire que l'Iran a fait plaisir à ses alliés chinois et russes qui ne veulent pas d'un embrasement de la région qui pourrait provoquer la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc, l'Iran a fait son effort pour préserver la paix dans la région du Moyen-Orient. Mais des acteurs qui font l'effort pour provoquer la guerre. Et généralement, ce genre de cas-là, les acteurs qui poussent vers la guerre mènent toujours, c'est-à-dire gagnent toujours, mais atteignent toujours leurs objectifs dans ce genre de cas. Donc, il faut comprendre que actuellement, le pouvoir israélien actuellement en train de pousser Donald Trump. Vous voyez toute cette armada qui a été postée autour de l'Iran. On a vu que Netanyahu a dit que Israël pourrait accueillir jusqu'à 700 missiles balistiques iraniens si les États-Unis étaient sûrs de mener des frappes contre l'Iran qui allaient provoquer un changement de régime en Iran. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, franchement, dans la dynamique du pouvoir actuellement et sur le chiquet que je vois, je ne pense pas que des frappes iraniennes et des frappes américaines pourront créer un changement de régime en Iran. Je ne pense pas que cela est possible. Il faudrait vraiment un effort considérable. Mais je ne pense pas que cela est possible. Mais au contraire, des frappes américaines sur l'Iran vont renforcer le peuple, la solidarité du peuple iranien autour de leurs dirigeants contre la menace extérieure. C'était toujours comme ça dans l'histoire. On a vu, c'était toujours comme ça dans l'histoire. Lors des premières frappes américaines, on a vu ça.
Donc, c'était toujours comme ça dans l'histoire. Le pays, c'était comme si lorsque le pays se sent menacé de façon extérieure, les enfants du pays, les fils du pays se réunissent autour du pouvoir central pour faire face au danger qui vient de l'extérieur. Donc, je pense que les États-Unis, les spécialistes américains le savent que les frappes contre l'Iran ne mèneront pas à un changement de régime en Iran, mais plutôt à une guerre qui sera très destructrice. Parce qu'il faut savoir que l'Iran a dit que en cas de guerre en cas de frappe contre l'Iran, en cas de guerre, l'Iran va frapper les bases américaines. L'Iran se réserve le droit de frapper les porte-avions et les navires américains. Notamment, l'Iran a déployé plus de 100 petites vedettes rapides qui circulent actuellement dans le Golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, et qui sont prêtes à répondre aux attaques venant de porte-avions ou des avions qui décolleraient des porte-avions pour frapper l'Iran. L'Iran aussi dit que il attaquerait directement euh, les bases militaires américaines qui sont dans les pétromonarchies du Golfe. Donc, c'est-à-dire qu'on se dirige plein vers une guerre régionale entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Donc, on a vu aussi la Turquie, l'Arabie Saoudite et d'autres pays de la région faire pression sur les États-Unis pour ne pas que les États-Unis mènent des frappes contre l'Iran. Parce que ces pays savent qu'après l'Iran, c'est la Turquie. Les Israéliens ont dit, même lorsqu'on a vu la guerre de 12 jours, parce qu'au début, les Israéliens pensaient que c'était fini. Parce que dans le début de la guerre de 12 jours, on a vu que les services de renseignement israéliens avaient eu des agents parmi la population iranienne qui avaient infiltré certaines régions et qui avaient même saboté les services, les systèmes de défense anti-aériens et aériens iraniens. Donc tout ça avait créé une psychose entre la population iranienne et même la population internationale qui soutient l'Iran. Donc ils pensaient que c'était fini. Ils ont même dit qu'après l'Iran, c'était la Turquie, que même la Turquie était plus dangereuse que l'Iran. Donc la Turquie sait que si l'Iran tombe, automatiquement la prochaine cible sera l'Iran et la Turquie. Et si la Turquie tombe, la cible suivante sera le Pakistan. Donc après le Pakistan, ce sera qui? L'Arabie Saoudite. Donc tous ces États savent qu'il y a une menace réelle qui plane si l'Iran tombe. Et si l'Iran tombe, le projet pour l'Iran, c'est quoi? Le projet que les Israéliens et les Américains ont pour l'Iran, c'est quoi? C'est de démembrer l'Iran, c'est-à-dire plonger l'Iran dans un chaos. Vous comprenez? Comme on a vu aujourd'hui en Libye, on voit que la Libye est dans un chaos où il y a plusieurs factions qui discutent certains territoires du pays. Donc en Iran, c'est la même chose. C'est-à-dire diviser l'Iran entre les Kurdes, entre les Azéris et entre d'autres populations qui va créer une guerre civile prolongée qui permettra à l'Iran d'être instable et permettra aussi aux Américains de s'asseoir et de piller le pétrole et le gaz iranien. Donc, tous ces pays le savent et que si l'Iran implose, ces mêmes groupes armés vont déferler vers la Turquie et aussi vers le Pakistan. Et même, donc, on aura une zone instable, une région instable où on a le Pakistan, on a l'Afghanistan, oui, l'Afghanistan qui est dirigé aujourd'hui par des groupes terroristes afghans et aussi l'Iran, si l'Iran tombait. Donc, ça serait une grande zone là. Donc, la Russie, ça serait directement une menace pour non seulement que la Russie, mais aussi pour la Chine. Parce que, vous savez, l'Iran fait une frontière avec la Russie. Donc, en cas d'effondrement de l'Iran, ces terroristes-là peuvent traverser la frontière russe et se retrouver en Russie. Donc, c'est une menace aussi pour la Russie. Et que tout le monde sait aussi que si l'Iran tombe, parce que l'Iran, c'est quelque part l'approvisionneur principal de la Chine. Donc déjà la Chine a perdu un grand allié, notamment dans le nord du Venezuela, lorsque Trump est allé kidnapper le dirigeant vénézuélien Maduro. Donc le Venezuela représentait un peu plus de 10% de l'alimentation, de l'approvisionnement en pétrole de la Chine. Donc l'Iran, c'est plus de 15 à 20%. Voilà, l'Iran, c'est plus important que le Venezuela. Donc, perdre l'Iran et en même temps le Venezuela, ça pourra provoquer une rupture dans la chaîne d'approvisionnement en hydrocarbures de la Chine. Donc, c'est vraiment un problème à prendre très sérieux. Donc, la Chine, actuellement, est en train de déployer ses efforts pour soutenir l'Iran. Donc, l'envoi de ces navires chinois côté de l'Iran et aussi de la Russie est quelque part censé être un message
adressé à l'Occident. Mais il faut se poser la question, est-ce que ce genre de message suffira à dissuader un Occident aujourd'hui en décrépitude, en chute libre, et qui veut s'accrocher à tout moment? Parce que les Américains ne veulent pas perdre leur hégémonie, leur empire. Ils veulent s'accrocher à leur empire. Donc, est-ce que envoyer des navires, quelques navires et aussi des avions qui vont atterrir en Iran? Parce qu'il faut savoir que dernièrement, selon les experts, l'Iran a reçu des systèmes de défense, les meilleurs systèmes de défense actuellement chinois ont été fournis à l'Iran face à une menace israélo-américaine. Et aussi, les Russes ont envoyé des radars et d'autres systèmes de défense pour construire une sorte de dôme de fer autour de l'Iran pour résister à toute attaque israélo-américaine. Donc, il faut se poser la question, est-ce que ces gens iront jusqu'au bout? Est-ce que ces gens iront jusqu'au bout? Donc, c'est à la Chine et à l'Iran, c'est à la Chine et à la Russie d'être fermes dans tout ça. Parce que depuis longtemps, nous avons vu que les Chinois et les Russes sont restés passifs, notamment dans le kidnapping de Maduro, sont restés trop passifs. Maintenant, on a vu aussi la Libye, on a vu ça aussi, on a vu aussi en Syrie. Donc cette fois-ci, il faut vraiment que ces États-là, qui représentent aujourd'hui le socle du monde multipolaire, se prononcent et prennent une position ferme en face de ces agresseurs-là, qui ne font qu'agresser le monde depuis plus de 300 ans maintenant. Et ils agressent le monde et ils disent que les autres sont une menace. En quoi est-ce que l'Iran est une menace pour les États-Unis, bon sang? En quoi est-ce que l'Iran est une menace pour Israël, bon sang? C'est vous qui attaquez les autres. C'est vous qui faites des opérations, c'est vous qui montez les opérations de déstabilisation chez les autres. C'est vous qui encerclez les autres avec vos bases militaires. Mais vous voulez quoi? Que les autres s'asseyent pour vous regarder? L'Iran aussi a le droit de se défendre. Selon le droit international, l'Iran a le droit de se défendre. Donc le droit international doit être respecté par tout le monde si on veut vivre heureux sur cette planète-là. Parce que cette planète n'appartient pas seulement qu'à un groupuscule de personnes, à un petit peuple qui se croit supérieur aux autres. Non, cette planète appartient à nous tous. Et si nous vivons vivre digne et si nous voulons vivre heureux sur cette planète, que chacun respecte les règles que nous sommes constitués. Donc chacun doit respecter ces règles-là. Le droit international, c'est pas un droit qui est réservé spécifiquement pour le sud global. Non, vous les Occidentaux, vous devez aussi respecter ce droit international-là. Sinon, on ne pourra pas bien vivre cette planète-là. Parce que l'Iran a le droit de se défendre. Et vous ne pouvez pas dire à l'Iran de se désarmer, de ne plus produire de l'uranium enrichi pour ses centrales nucléaires, de ne pas posséder une capacité de riposte face à un chien enragé israélien qui est tout le temps aux aguets et qui mord tous ses voisins, qui a des ambitions qui dépassent même son pays. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment qu'on se dise la vérité et que vous, Occidentaux, fassiez preuve d'intelligence et mettez de côté votre barbarie, votre sauvagerie à côté parce que on sait que l'Occident est sauvage. On a vu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les massacres en Afrique, les génocides. Parce que vous savez, après, on parle beaucoup du génocide juif, mais on ne parle pas aussi du génocide des Zéros en Afrique du Sud. Je pense que c'est en Namibie. On ne parle pas de ça. Alors que vous avez coupé les mains des gens en Belgique, au Congo. Vous avez tué les Camerounais. Vous avez tué des Maliens. Vous avez tué des Burkinabés. Vous avez tué des Ivoiriens. Vous avez tué des Sénégalais. Vous avez tué plein de peuples. Donc, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Vous voulez que tout le monde vous déteste? Ou même qu'est-ce que vous voulez créer? Une nouvelle guerre? La barbarie que vous avez déjà sémée sur la terre ne vous suffit pas. Donc, je pense que c'est le moment de faire preuve d'intelligence, de mettre bas la terre, de se calmer et qu'ensemble nous puissions construire un monde basé sur l'équité, sur le respect du droit international. Donc, c'était notre vidéo de ce soir et j'espère que vous serez nombreux à venir vous abonner sur notre chaîne. Le Monde Vu d'Afrique, c'est un média qui se montre, un média qui s'est donné pour vocation de produire la voix africaine sur les enjeux mondiaux, de donner le point de vue africain et l'analyse africaine sur les enjeux mondiaux. Donc, je vous invite en masse à venir soutenir le Monde Vu d'Afrique pour que ensemble nous puissions construire la voix africaine souveraine et en toute indépendance. Merci beaucoup à tout le monde. Bonsoir à tous.